C'était il y a un peu plus de 20 ans. J'étais un jeune garçon à l'époque. J'avais encore jamais vécu de vraie relation avec une fille. Mais quand je l'ai vue, mon cœur a tout de suite su que ce serait elle, la future mère de mes enfants. Elle avait tout pour plaire. De longs cheveux bruns flottant au vent, un visage angélique, une poitrine ni trop petite ni trop grosse. Elle était parfaite. Elle s'appelait Cindy. Avant de l'aborder, je l'avais quelquefois observée. Elle avait l'habitude d'aller déjeuner dans ce fast-food au bord de la route. Je l'attendais souvent là-bas, la regardant manger son burger. D'ordinaire, je n'aimais vraiment pas les lieux publics, mais il n'y avait pas trop de monde dans celui-ci, donc ça me convenait. Puis au bout de quelques semaines, j'ai sauté le pas. Au début, c'était vraiment laborieux. Mon manque d'expérience faisait ressentir, et j'ai très souvent cru qu'elle voudrait plus me voir. Mais petit à petit, j'ai appris à la connaître. Elle était venue des États-Unis en France pour étudier. Elle était ici depuis 2 ans, et elle comptait bien y rester. Elle aimait tellement ce pays. Au bout de quelques temps, on a fini par faire des sorties ensemble. Des dîners en tête-à-tête, aller à des parcs d'attractions. Et au bout d'1 an, on s'est mis en couple. Notre relation était parfaite de bout en bout. Je lui montrais mon amour tous les jours. C'est avec des petites attentions tous les jours qu'on construit les bases d'un couple sain. Mais moi, ce que je voulais, c'était un enfant. Toute ma vie, j'avais attendu ce moment. Elle était pas prête. Elle me disait qu'elle était trop jeune pour penser à ça. Mais avec beaucoup de persuasion et d'insistance, elle a fini par céder. Elle est donc tombée enceinte. Elle espérait un garçon, tandis que moi, je voulais désespérément une fille. Ma propre mère m'avait un jour raconté que pour avoir une fille, une future mère devait manger beaucoup de laitage. Je l'en ai donc donné à volonté. Et enfin, au bout du terme, Cindy a donné la vie. Une petite fille. Mon vœu avait été exaucé. Nous étions tous les deux ravis. Pendant sa grossesse, j'avais acheté une petite maison en campagne, qui deviendrait notre demeure familiale. N'aimant pas les lieux publics, je n'étais pas allé voir Cindy et ma petite fille à l'hôpital. J'ai donc patiemment attendu qu'elle vienne jusqu'à moi, déposée par un taxi sur le seuil de cette maison. Cindy était là, sur le pas de la porte, tenant dans ses bras notre enfant. Elle me l'avait tendu en me disant « Voilà ta fille, je te présente Héloïse. » Et c'est comme ça que j'ai rencontré ta mère. Je me suis rapidement débarrassé de Cindy, j'avais plus besoin d'elle, et j'ai élevé Héloïse seule, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de comprendre les choses. Puis je l'ai enfermée ici, dans cette pièce spécialement faite pour elle. Et comme sa mère, elle m'a donné une fille. Toi, ma merveille, mon amour. Mais après, elle n'a donné que des garçons. Je n'ai que faire des garçons. Au bout d'un moment, j'ai donc dû me débarrasser de ta mère. Elle est maintenant dans la fosse commune avec toutes les autres. Mais toi, je sais que tu me décevras pas. Tu me donneras une belle petite fille, qui, elle aussi, me donnera une autre fille. Le cycle ne sera jamais rompu. Je sais que tu comprends pas, et de toute façon, sans langue, tu pourras pas répondre. Mais j'aime raconter cette histoire. Je t'ai amené ton pot de yaourt, aux fraises, comme tu les aimes. Si tu le finis rapidement, je t'enlèverai peut-être une de tes chaînes, pourquoi pas. Allez, sois sage. Je reviendrai demain. S'il y a bien une chose que j'ai hérité de mon grand-père, c'est le rituel qu'il suivait à la lettre avant d'aller se coucher. Comme lui autrefois, le soir lorsque vient l'heure d'aller dormir, je déambule dans mon couloir soigneusement éclairé, et je ferme toutes les portes. Une fois arrivé devant la porte de la chambre à coucher, j'allume la lumière, j'éteins dans le couloir, puis je ferme la porte de ma chambre. Cela peut sembler normal pour une personne ayant peur du noir, cependant, la raison en est tout autre. En effet, mon grand-père m'avait expliqué que tous les esprits, qu'ils soient farceurs ou vengeurs, étaient attirés par les longs couloirs. Est-ce qu'ils cherchent la lumière au fond du tunnel, ou est-ce dû à une raison particulière? J'ai bien peur d'ignorer la réponse. Voici ce dont se souvient ma mémoire concernant les mots employés par mon grand-père. Le corridor est un lieu de passage, un peu comme le serait une autoroute de nos jours, vois-tu? Ici, en revanche, dès que les lumières sont éteintes, l'autoroute est ouverte. Cependant, ce lieu de passage pourrait vite devenir un lieu d'asile si l'esprit venait à se perdre. C'est pour cela qu'il faut bien fermer les portes, afin d'empêcher les esprits de s'égarer. Retiens bien ces quelques règles concernant les corridors, elles te sauveront peut-être la mise un jour. Si dans le corridor toutes les portes sont fermées, l'esprit continuera son chemin, puis disparaîtra. Son passage sera alors aussi vaporeux qu'un courant d'air. Dans l'éventualité où une porte se trouverait entr'ouverte, un esprit curieux pourrait être intrigué. C'est assez rare cependant, le corridor étant bien plus tentant.
Si une porte est grande ouverte, l'esprit sera totalement déboussolé, et il pourra se tromper de voie, se mettant ainsi à hanter les lieux s'il ne parvient pas à rejoindre l'autre bout du corridor à temps. Enfin, dès que la nuit tombe, un corridor plongé dans l'obscurité est susceptible d'accueillir en son sein n'importe quel esprit. Mes parents ont toujours pris les dires de grand-père comme des superstitions douteuses, comme des légendes urbaines même. Pourtant, moi, j'ai toujours cru mon grand-père, et cette croyance est d'autant plus renforcée depuis que l'on a appris sa mort. Il était seul chez lui, couché sur le sol du salon, la porte menant au couloir grande ouverte. Mes parents veulent croire à la thèse du malaise cardiaque. Grand bien leur fasse, moi je continuerai à fermer les portes. Ainsi, si vous lisez cela de nuit, faites bien attention à ce que les portes de votre couloir soient bien fermées. Sinon, prenez garde en les fermant. Il est peut-être déjà trop tard, et vous risqueriez d'enfermer un esprit avec vous pour toujours. Qui sait ? Vivait un cerf dans la forêt dansant tard le soir. Dans la forêt, vivait un cerf qui n'en était pas vraiment un. Une tête de cerf, un corps d'humain, tel était son châtiment. Un corps d'humain et une tête de cerf, tel était son calvaire. Pour la punition de ce grand cerf, jamais ses danses ne s'arrêteront. Pour les péchés de ce grand cerf, jamais ses danses ne s'arrêtèrent. Devant telle sorcellerie, les villageois craignaient au détour d'un sentier de voir s'agiter ces bois. C'est alors que le chasseur décida: c'est de mon fusil que ce monstre périra. Le valeureux partit 3 jours et 3 nuits. Lors de sa danse, l'horrible cerf surpris fut abattu de 2 coups de fusil. Le chasseur revint, la tête du monstre sous le bras. À un mur, il l'accrocha, et lors d'une fête fut acclamé comme il se doit par tous les villageois. Mais l'on raconte que la bête serait toujours éveillée, et que le chasseur, elle regarderait. Cette comptine que me chantait ma grand-mère quand j'étais enfant me reste gravée en tête. Elle me disait que c'était une comptine de son village natal. Elle s'en servait pour me dissuader d'aller seule dans la forêt. Elle me disait que le corps dansait toujours dans les bois. Cette chansonnette me terrifiait, mais ce n'était pas tout. Je me rappellerai toujours de cette décoration dans sa maison, qui mettait mal à l'aise tous les visiteurs. Une énorme tête de cerf, avec des bois immenses et des yeux perçants. Et parfois, on avait l'impression qu'elle vous suivait du regard.